Hollywood peut sembler sensible aux enfants, mais en réalité, il ne l'était souvent pas. De nombreux rôles ont été attribués à de jeunes acteurs qui étaient loin d'être appropriés, les exposant à des thèmes matures, à l'exploitation et à des dommages émotionnels. Aujourd'hui, nous allons découvrir certains des pires rôles jamais donnés à des enfants dans le vieux Hollywood. Des rôles qui ont franchi la ligne et laissé des cicatrices durables. Dominique Swain dans Lolita. Quand on pense au rôle risqué d'Hollywood pour les enfants acteurs, la performance de Dominique Swain en tant que Dolores Lolita Hayes se distingue comme l'une des plus débattues de l'histoire du cinéma. À seulement 15 ans, Swain a été plongé au cœur de la controverse avec l'adaptation de 1997 de Lolita de Vladimir Nabokov. Le personnage, une jeune adolescente entraînée dans une relation prédatrice complexe avec son beau-père beaucoup plus âgé, était déjà infâme grâce au roman et à la version cinématographique antérieure de Stanley Kubrick. Mais dans l'adaptation d'Adrian Lyne, la représentation était encore plus explicite, suscitant une vive réaction de la part des critiques, des parents et des groupes de défense des droits des enfants. Pendant le tournage, Dominique a été placé dans des situations qui brouillaient les frontières entre performance et exploitation, chargé d'incarner un personnage dont le traumatisme et la confusion étaient aussi réels que fictifs. Les thèmes matures du film, centrés sur la manipulation, la sexualité et l'obsession, ont laissé beaucoup de gens se demander si Swain ou n'importe quel adolescent pouvait pleinement comprendre ce qu'on lui demandait de représenter. Bien que la production ait appliqué des règles strictes pour protéger Swain des scènes explicites, les exigences émotionnelles étaient lourdes. Le rôle est devenu un moment déterminant, mais controversé dans la carrière de Swain. Elle a ensuite parlé de la façon dont l'expérience l'a fait vieillir rapidement, lui faisant réaliser les dangers de l'obsession d'Hollywood pour le contenu brisant les tabous. Malgré les éloges de la critique pour sa performance, le film a eu du mal à être distribué en raison de son sujet, et la trajectoire de carrière de Swain a changé. Lolita reste un avertissement dans l'industrie, un exemple de la fine ligne entre l'art et l'exploitation, et une étude de cas sur la façon dont la quête d'histoires audacieuses par Hollywood peut parfois négliger le coût psychologique sur les jeunes acteurs. Linda Blair dans L'Exorciste. La vie de Linda Blair a changé à jamais lorsqu'elle a été choisie pour incarner Regan McNeil dans L'Exorciste à seulement 12 ans. Avant ce rôle emblématique, elle était une actrice enfant typique, apparaissant dans des publicités et des petits rôles à la télévision. Mais son voyage dans le monde de l'horreur a commencé avec la production notoire du film. Blair devait incarner une enfant possédée par un démon, endurant des tourments psychologiques et physiques à l'écran qui ont choqué à la fois le public et les critiques. Le contenu graphique du film, son langage intense et ses images troublantes ont fait de L'Exorciste non seulement un succès au box-office, mais aussi un aimant à controverse. Linda a été plongée dans un tourbillon d'attention, avec les médias et les fans incapables de la séparer de son personnage à l'écran. Le processus de tournage traumatisant comprenait de longues séances de maquillage, des effets spéciaux éprouvants et des scènes qui repoussaient les limites de ce qu'un enfant devrait jamais vivre, encore moins jouer. Bien que la performance de Linda lui ait valu une nomination aux Oscars, l'expérience l'a profondément marquée. Les interviews ultérieures de Blair ont révélé à quel point il était difficile de se remettre d'être à jamais cataloguée comme la fille possédée. Elle a eu du mal à trouver des rôles qui lui permettaient de dépasser l'horreur et la publicité autour de L'Exorciste a souvent éclipsé ses tentatives de mener une vie normale. L'impact psychologique a été profond. Elle a même été ciblée par des extrémistes religieux qui croyaient qu'elle était réellement maléfique. L'histoire de Linda Blair est un rappel frappant de la façon dont Hollywood peut privilégier le succès au box-office au détriment du bien-être des jeunes artistes, les laissant recoller les morceaux bien après le générique de fin. Miko Hughes dans Cimetière. Miko Hughes n'avait que 2 ans lorsqu'il a pris le rôle de Gage Creed dans Pet Sematary, 1989, une adaptation cinématographique du roman glaçant de Stephen King. C'est un rôle qui reste hantant à ce jour, tant pour le public que pour quiconque envisage ce que les jeunes acteurs sont parfois amenés à faire.
Dans le film, Gage est le tout petit adorable qui rencontre un destin tragique et est ressuscité en tant qu'enfant meurtrier et surnaturel. L'innocence du personnage, combinée à l'horreur de ses actions après avoir été ramené à la vie, a touché une corde sensible chez les spectateurs du monde entier. Pour Hughes, le processus de tournage d'un tel matériel sombre nécessitait une manipulation soigneuse de la part de l'équipe. Pourtant, il n'y a qu'une protection limitée possible lorsqu'un enfant est au centre de thèmes aussi troublants. La manipulation émotionnelle requise pour certaines scènes, montrant la peur, la confusion et la violence, était intense, même s'il était trop jeune pour comprendre pleinement ce qui se passait. Les scènes de la mort de Gage et de son retour en tant que figure vengeresse presque démoniaque sont parmi les plus choquantes jamais interprétées par un tout-petit. Bien que Miko Hughes ait continué à jouer dans d'autres films et émissions de télévision, sa performance dans Cimetière reste une référence troublante dans la discussion sur les enfants acteurs et le cinéma d'horreur. Le film est maintenant considéré comme un classique culte, mais son héritage est indissociable des questions sur la manière et la possibilité d'impliquer des enfants dans des histoires traumatisantes chargées d'émotions. Le rôle de Hughes est un exemple parfait de la volonté d'Hollywood de franchir des lignes éthiques pour le bien d'un récit choquant. Brooke Shields dans Pretty Baby. Le rôle décisif de Brooke Shields, en tant que Violet dans Pretty Baby, est encore débattue et disséquée des décennies plus tard. Elle n'avait que 12 ans lorsqu'elle a joué une enfant grandissant dans un bordel de la Nouvelle-Orléans en 1917, avec son personnage étant mis aux enchères à des hommes adultes, un scénario qui reste troublant selon les normes d'aujourd'hui. Sous la gestion de sa mère, Shields a été plongée dans un monde de thèmes adultes, devant souvent jouer dans des scènes qui seraient aujourd'hui considérées comme profondément inappropriées pour quelqu'un de son âge. Le réalisateur Louis Malle a insisté sur le fait que le film était censé critiquer l'exploitation des jeunes filles, mais en pratique, le film lui-même est devenu un paratonnerre pour les accusations d'exploitation réelle. Le public et les critiques ont été choqués de voir une enfant si jeune placée dans des situations sexualisées pour le cinéma. La controverse n'a pas seulement affecté la carrière précoce de Brooke, elle l'a suivie pendant des années, influençant à la fois la perception du public et ses opportunités dans l'industrie. En y repensant, Brooke Shields a parlé ouvertement de ne pas avoir compris la gravité de son rôle à l'époque et de sa lutte avec les effets durables de la sexualisation précoce par Hollywood et les médias. L'expérience a brouillé les frontières entre le jeu d'acteur et la vie réelle, rendant difficile pour elle de développer un sens de soi distinct de son personnage à l'écran. Pretty Baby a suscité des conversations importantes sur la sécurité des enfants, le consentement et les responsabilités des parents et des cinéastes, une conversation qui résonne encore chaque fois que le film est mentionné aujourd'hui. Jodie Foster dans Taxi Driver. Le rôle de Jodie Foster en tant qu'Iris dans Taxi Driver de Martin Scorsese est souvent salué comme une performance magistrale, mais c'est aussi l'une des plus controversées jamais données par un enfant acteur. À seulement 12 ans, Foster a joué une jeune fugueuse contrainte à la prostitution dans le monde sombre du New York des années 1970. Le film lui-même est un classique, mais en coulisses, il y avait de profondes questions éthiques sur le fait de permettre à un enfant de jouer dans des circonstances aussi matures et troublantes. Pour se préparer pour le rôle, Foster a suivi des séances de thérapie et a travaillé en étroite collaboration avec sa sœur dans la vie réelle, qui a servi de doublure pour certaines des scènes les plus graphiques. Malgré ces précautions, le coût émotionnel a été immense. Foster a depuis parlé de la façon dont elle a été protégée de certains des éléments les plus sombres du scénario, mais l'expérience a laissé une impression durable. Le public, quant à lui, était à la fois fasciné et horrifié, le film suscitant des débats sur les lois du travail des enfants et les limites de la narration acceptable. La carrière ultérieure de Jodie Foster, marquée par l'intelligence et la résilience, est un témoignage de son talent et de sa force. Elle a ensuite remporté des Oscars pour Les Accusés et Le Silence des agneaux, se transformant d'une enfant star vulnérable en l'une des actrices les plus respectées d'Hollywood. Pourtant, son premier contact avec la célébrité dans Taxi Driver reste
Exemple des risques liés au fait de confier des rôles d'adultes à des enfants. Une décision qui continue d'influencer les normes de l'industrie et les discussions sur la protection des jeunes artistes. Kirsten Dunst dans Entretien avec un vampire. Bien avant d'éblouir le public en tant que Mary Jane dans Spider-Man, Kirsten Dunst a stupéfié les spectateurs avec son rôle de Claudia dans Entretien avec un vampire, 1994. À seulement 11 ans à l'époque, Dunst devait incarner un enfant vampire, piégé pour toujours dans un corps qui ne mûrirait jamais, mais contraint de faire face à des émotions d'adulte, à la jalousie et à l'amour. Le personnage de Claudia est transformé en vampire par Lesta, Tom Cruise, pour ensuite être de plus en plus tourmenté par son incapacité à grandir tout en ressentant l'intensité des désirs adultes. Le rôle exigeait que Dunst incarne une complexité bien au-delà de son âge. Elle devait exprimer des répliques et des émotions sur la trahison, la perte et même la séduction, partageant des scènes avec Cruise et Brad Pitt, qui ont suscité plus d'un sourcil levé. Le film a été salué pour son atmosphère gothique et ses performances, mais la participation de Dunst à un matériel aussi intime et psychologiquement mature a déclenché une tempête de débats parmi les critiques et les groupes de défense des droits des enfants. Beaucoup se demandaient si un jeune acteur pouvait ou devait être exposé à de tels thèmes, sans parler de les jouer avec conviction et compréhension. Les réflexions de Kirsten Dunst des années plus tard révèlent à quel point l'expérience semblait surréaliste. Elle a admis dans des interviews que le fameux baiser à l'écran avec Brad Pitt était particulièrement inconfortable, un moment qu'elle a décrit comme dégoûtant et déroutant pour un enfant. Malgré les éloges de la critique et l'élan de carrière, Entretien avec un vampire reste un avertissement. La quête d'authenticité d'Hollywood place parfois de jeunes acteurs dans des positions émotionnellement dangereuses avec des conséquences qui peuvent résonner bien au-delà du montage final. Jackie Cooper dans Skippy. Quand il s'agit des débuts d'Hollywood, peu d'histoires sont aussi déchirantes que l'expérience de Jackie Cooper dans Skippy, 1931. Cooper n'avait que 9 ans lorsqu'il a pris le rôle-titre. Une performance si émouvante qu'elle a fait de lui le plus jeune nominé aux Oscars pour le meilleur acteur à l'époque. Mais la puissance émotionnelle derrière ces scènes n'était pas toujours du jeu d'acteur. Sur le plateau, le beau-père de Cooper et réalisateur Norman Taurog a eu recours à des méthodes choquantes pour faire pleurer sa jeune star. Incapable de faire pleurer Jackie pour une scène cruciale, Taurog a menacé de tuer le chien adoré de Jackie. Quand le chien a été emmené dehors et qu'un coup de feu a retenti, Jackie, convaincu que son animal de compagnie avait été tué, s'est finalement effondré devant la caméra. Le chien n'a pas été blessé, mais la cicatrice psychologique a été durable. Jackie a plus tard raconté cette épreuve dans ses mémoires, intitulée à juste titre « S'il vous plaît, ne tirez pas sur mon chien ». L'histoire révèle les méthodes impitoyables auxquelles les cinéastes avaient autrefois recours pour l'authenticité, négligeant le bien-être émotionnel de leurs jeunes acteurs. L'expérience de Cooper est un exemple classique de la façon dont l'obsession de l'industrie pour le réalisme pouvait basculer dans la cruauté pure et simple. Malgré le traumatisme, Cooper est resté une grande vedette enfantine tout au long des années 1930, mais le coût était élevé. Le mépris de l'industrie pour son bien-être a laissé une marque qui ne s'est jamais complètement estompée, influençant la manière dont les générations futures débattraient de l'éthique du travail avec les enfants. L'histoire de Jackie Cooper est un chapitre troublant de l'histoire d'Hollywood, un rappel d'une époque où même les visages les plus innocents à l'écran pouvaient cacher des blessures profondes juste hors de vue. Edward Furlong dans Terminator 2, Le jugement dernier. La montée soudaine d'Edward Furlong vers la célébrité en tant que John Connor dans Terminator 2, Le jugement dernier, 1991, ressemble à un conte de fées hollywoodien classique avec une tournure tragique. Découvert dans un centre pour jeunes sans expérience d'acteur, Furlong a été choisi pour incarner le jeune sauveur rebelle de l'humanité à seulement 13 ans. Instantanément, il est devenu une sensation mondiale, partageant l'écran avec Arnold Schwarzenegger et apparaissant dans l'un des films les plus rentables de la décennie. Mais tandis que le parcours de John Connor était rempli de scènes de poursuites et d'enjeux apocalyptiques, l'histoire réelle de Furlong est devenue l'une des pertes.
Propulsé sous les projecteurs, il a eu du mal à faire face à la célébrité instantanée, aux exigences de l'industrie et à l'absence d'un environnement familial stable. Le poids immense de porter un blockbuster à un si jeune âge a eu des conséquences. Et alors que les caméras passaient à autre chose, Furlong s'est retrouvé perdu dans un monde offrant peu de conseils. Ces dernières années ont été marquées par la dépendance et des problèmes juridiques. Au moment où Terminator 3 est arrivé, Furlong n'était plus choisi pour le rôle de John Connor, ses luttes personnelles lui coûtant le rôle qui l'avait rendu célèbre. Il a continué à jouer, mais n'a jamais échappé à l'ombre de son succès précoce ou au chaos qui a suivi. L'histoire de Furlong est une leçon édifiante. Derrière chaque performance d'enfant prodige se cache le besoin de soutien et de protection, quelque chose que Hollywood a souvent échoué à fournir. Le véritable jour du jugement pour de nombreuses stars enfantines vient après le générique de fin. Tatum O'Neal dans Paper Moon. Tatum O'Neal a marqué l'histoire dans Paper Moon, 1973, en devenant la plus jeune actrice à remporter un Academy Award, gagnant l'Oscar à l'âge de 10 ans pour son rôle Daddy Loggins. Associée à son père dans la vie réelle, Ryan O'Neal, Tatum jouait une orpheline astucieuse et débrouillarde, traversant le Midwest de l'époque de la dépression. Le film a charmé le public avec son esprit et son cœur, mais sous la surface, l'expérience n'était en rien douce pour sa jeune star. L'intrigue du film marche sur une ligne fine, avec Addie manipulant fréquemment les adultes, s'engageant dans des stratagèmes d'adultes et formant un lien avec le personnage de son père que certains critiques ont trouvé à la limite de l'inconfortable. Des scènes qui impliquaient une chimie romantique ou flirt entre les deux, bien qu'elles soient censées être innocentes, ont suscité des conversations sur les limites et l'adultification des enfants dans le cinéma. Tatum elle-même a révélé plus tard comment les pressions de la célébrité et une relation troublée avec son père l'ont affectée longtemps après que les caméras aient cessé de tourner. L'attention médiatique intense et le fardeau de porter un film majeur en tant qu'enfant ont laissé O'Neal aux prises avec des problèmes d'identité et de dépendance pendant des années. Malgré son succès, elle a grandi rapidement, manquant une enfance normale. Paper Moon est rappelé comme un joyau cinématographique, mais le parcours de Tatum O'Neal à travers celui-ci est un puissant rappel de la facilité avec laquelle Hollywood peut brouiller la ligne entre le rôle d'un enfant et la réalité d'un enfant. Son histoire est celle d'un triomphe précoce suivi de défis tout au long de sa vie, faisant écho au destin de trop nombreuses stars enfantines avant et après elle. Mika Din Lee et Renee Shin-Yi-Chen dans Twilight Zone, The Movie. L'histoire de Mika Din Lee et Renee Shin-Yi-Chen est l'une des plus déchirantes et tragiques d'Hollywood. En 1982, ces deux jeunes acteurs, Mika, âgé de 7 ans, et Renee, âgé de 6 ans, ont été choisis pour jouer des enfants vietnamiens dans Twilight Zone, The Movie. Le segment du film, réalisé par John Landis, nécessitait une scène de sauvetage dramatique, avec des explosions et des hélicoptères volant à basse altitude. Ce qui aurait dû être une vitrine pour leur talent naissant est devenu un désastre qui allait changer à jamais l'industrie du cinéma. Le 23 juillet 1982, lors d'un tournage nocturne qui bafouait les lois californiennes protégeant les enfants acteurs, le désastre a frappé. Les explosions d'effets spéciaux ont fait perdre le contrôle à un hélicoptère qui s'est écrasé sur le plateau, tuant les deux enfants et l'acteur vétéran Vic Morrow. L'incident a provoqué une onde de choc à Hollywood, suscitant une indignation nationale et une remise en question sur la manière et la raison pour lesquelles des enfants avaient été placés dans une situation si dangereuse. Les enquêtes ont révélé que la production avait ignoré les règlements de sécurité et n'avait pas obtenu les permis requis, tout cela au nom de la recherche du plan parfait. L'accident a conduit à des accusations criminelles contre John Landis et plusieurs membres de l'équipe, tous acquittés, mais l'héritage des décès de Mika et Renee perdure. Leur histoire est devenue un tournant, incitant à une application plus stricte des lois sur le travail des enfants et à de nouvelles normes de sécurité sur les plateaux. Elle reste un avertissement sombre. Aucun film, aussi spectaculaire soit-il, ne vaut la vie d'un enfant. Leur tragédie demeure un rappel brutal de l'arrêt
qui accompagne le fait de mettre de jeunes vies sous les projecteurs d'Hollywood. Shirley Temple dans divers films des années 1930. Rôle. Aucune conversation sur les enfants acteurs et les rôles controversés n'est complète sans mentionner Shirley Temple, la plus emblématique des enfants stars du Hollywood classique. Temple est devenue la chérie de l'Amérique dans les années 1930, mais sous ses boucles et ses fossettes se cachaient des performances et des situations qui feraient sourciller aujourd'hui. Dans des films comme Baby Burlesque et Bright Eyes, Shirley était souvent placée dans des scénarios qui brouillaient la frontière entre mignon et inconfortablement adulte, parfois vêtue de costumes d'adulte ou exécutant des routines imitant un comportement romantique adulte. Les producteurs misaient beaucoup sur son charme, mais l'innocence affichée à l'écran était souvent sapée par les scénarios. Dans Baby Burlesque, par exemple, Shirley jouait une tout petite dans des situations d'adultes, parodiant la romance adulte, la politique et les thèmes sociaux, souvent aux côtés d'autres très jeunes enfants dans des costumes tout aussi suggestifs. À l'époque, les spectateurs trouvaient ces films adorables, mais rétrospectivement, de nombreux critiques et historiens ont souligné la manière dont les rôles de Temple frôlaient l'exploitation, transformant un enfant en objet de divertissement avec des nuances adultes. Shirley elle-même a plus tard réfléchi à quel point l'attention était surréaliste et parfois déroutante. Elle ne comprenait pas toujours le sens de ce qu'elle jouait, mais elle était très consciente du monde adulte qui l'entourait et des pressions pour performer. Malgré la gêne et les situations discutables, le professionnalisme de Temple était remarquable. Elle travaillait des heures exténuantes, portant sur ses épaules les espoirs de box-office de studios entiers. Ses rôles et sa carrière soulignent comment l'idée de divertissement du début d'Hollywood pouvait parfois avoir un coût psychologique élevé pour ses plus jeunes stars. Dominique Swain, dans Lolita. La performance de Dominique Swain dans Lolita, 1997, reste l'un des rôles d'enfant les plus controversés de l'histoire du cinéma. À seulement 15 ans, elle a été choisie pour incarner Dolores Hayes, un personnage à jamais lié à la controverse du célèbre roman de Vladimir Nabokov. L'adaptation cinématographique, réalisée par Adrian Lyne, a placé Swain au centre d'une histoire de manipulation, d'obsession et des frontières floues entre l'enfance et l'âge adulte. Le personnage de Lolita est dépeint comme une jeune adolescente séduite par un homme plus âgé, joué par Jeremy Irons. Même si les cinéastes ont pris des mesures techniques pour éviter les représentations les plus graphiques, les exigences émotionnelles du rôle étaient immenses. Dominique a dû jouer des scènes impliquant un traumatisme, de la confusion et des dynamiques de pouvoir complexes bien au-delà de ce que la plupart des adolescents devraient avoir à traiter. Sur le plateau, tous les efforts ont été faits pour la protéger des aspects les plus explicites. Mais la responsabilité de porter un tel matériel mature a laissé sa marque. La performance de Swain a été saluée pour sa vulnérabilité brute, mais la conversation dans le monde réel s'est concentrée sur l'éthique d'impliquer une véritable adolescente dans une telle histoire. Dominique elle-même parlerait plus tard de la façon dont le rôle l'a forcée à grandir rapidement, naviguant dans une tempête médiatique et une réaction publique souvent dure et critique. Le film a eu une sortie limitée, en partie à cause du malaise persistant concernant son sujet. L'expérience de Lolita est devenue un cas d'école à Hollywood, de ce qui se passe lorsque la quête de l'art heurte de front les limites morales, laissant l'acteur enfant porter les conséquences. Jackie Cooper, dans The Champ. L'histoire hollywoodienne de Jackie Cooper était extraordinaire, mais son rôle récurrent de jeune époux dans The Champ, 1931, illustre comment l'industrie imposait des fardeaux d'adultes sur de jeunes épaules. Dans ce film, Cooper joue Dink, le fils profondément dévoué d'un boxeur alcoolique déchu. Le soutien indéfectible de Dink, son rôle de gardien et la profondeur des émotions qu'on lui demande de jouer sont frappants. Au lieu d'être simplement un enfant, le personnage de Cooper passe la majeure partie du film à soutenir le protagoniste adulte, fournissant une stabilité émotionnelle et un soutien qui serait normalement attendu d'un conjoint ou d'un parent. Le travail émotionnel exigé de Cooper
Ils ne se contentaient pas de réagir aux événements, ils maintenaient ensemble le monde adulte autour de lui, essayant désespérément de réparer son père. Hollywood a rapidement compris que le public réagissait à la profondeur et à l'innocence de Cooper, et ainsi l'industrie l'a souvent choisi pour des rôles similaires, où on lui demandait de réconforter, cajoler et même secourir des adultes en détresse. Cela est devenu le trope du garçon époux, et cela a suivi Cooper d'un film à l'autre. Au fil du temps, cette catégorisation a coûté à Jackie son sens de l'identité. En grandissant, il est devenu presque impossible pour Hollywood de le voir autrement que comme la figure de soutien toujours souffrante et mature au-delà de son âge. Bien que The Champ ait été acclamé par la critique, il a également piégé Jackie dans un cycle de surmenage émotionnel, une expérience qui a laissé des cicatrices durables. Pour beaucoup, l'histoire de Cooper est un avertissement. Même le succès peut devenir un fardeau quand l'identité d'un enfant est entièrement définie par les besoins et les traumatismes des adultes qui l'entourent. Miko Hughes, dans Cimetière. À seulement 2 ans, Miko Hughes est devenu le visage de l'horreur pour une génération dans Pet Sematary, 1989. Adapté du roman profondément troublant de Stephen King, le film présentait Hughes dans le rôle de Gage Creed, un tout petit qui meurt tragiquement et est ressuscité, pour revenir en tant qu'enfant mort-vivant, meurtrier. Voir un petit garçon au visage doux brandir un scalpel et devenir la plus grande menace de l'histoire était profondément troublant pour les spectateurs, et encore plus quand on réalise à quel point Miko était jeune pendant le tournage. Bien que les cinéastes aient fait de leur mieux pour protéger Hughes des implications les plus sombres de l'histoire, la réalité demeure qu'il a participé à des scènes qui étaient émotionnellement intenses et, parfois, physiquement dangereuses. Les scènes nécessitant de la peur, de la douleur et de l'agressivité ont été tournées avec une chorégraphie soignée, mais le récit global, la mort violente d'un tout petit et son retour en tant que tueur surnaturel, a suscité un nouveau débat sur les limites de ce qui est approprié pour les enfants acteurs. L'héritage de Pet Sematary est compliqué. Le film est salué comme un classique de l'horreur, et Hughes a continué à travailler comme acteur enfant, mais son expérience est souvent citée par les critiques comme un exemple de la facilité avec laquelle l'industrie du divertissement peut repousser les limites éthiques à la recherche d'une histoire mémorable. Le rôle de Gage reste un jalon glaçant, un rappel que les plus jeunes acteurs ne sont pas toujours protégés de l'obscurité, même lorsque les caméras sont censées veiller sur eux. Brooke Shields dans Le Lagon Bleu. La carrière de Brooke Shields est jalonnée de rôles qui l'ont forcé à affronter des thèmes adultes bien trop tôt, et The Blue Lagoon, 1980, est peut-être le plus infâme d'entre eux. À seulement 14 ans, Shields a joué le rôle d'Emmeline, une jeune fille échouée sur une île tropicale avec un garçon de son âge. Alors que les personnages mûrissent vers l'adolescence, le film explore le réveil sexuel, y compris des scènes de nudité et d'intimité. Shields était fortement promu comme le visage de l'innocence, tandis que l'intrigue emmenait son personnage, encore essentiellement une enfant, à travers un parcours de sexualité adulte. La controverse entourant le film fut immédiate et intense. Les critiques et les groupes de défense des droits des enfants ont fustigé les producteurs pour avoir fait jouer une mineure dans des scènes qui n'étaient pas seulement suggestives, mais carrément sexualisées. La mère et manager de Shields a affirmé qu'une doublure corporelle avait été utilisée pour les scènes les plus explicites, mais le marketing global du film et la couverture médiatique de l'époque ont peu fait pour protéger Brooke des effets psychologiques d'être objectifiée à une telle échelle mondiale. Brooke a depuis parlé de son manque d'autonomie et de compréhension à l'époque. Le film a cimenté son image de beauté et de symbole sexuel bien avant qu'elle n'atteigne l'âge adulte, compliquant sa transition vers des rôles plus adaptés à son âge. L'expérience de The Blue Lagoon continue d'être étudiée et débattue dans les écoles de cinéma et par les groupes de défense, servant d'avertissement sévère sur ce qui peut se produire lorsque les ambitions narratives entrent en collision avec la nécessité de protéger l'innocence de l'enfance. Voici le dernier lot. Les entrées 16 à 18. Chaque entrée étant pleinement développée dans le même style et la même profondeur. Après les entrées, vous trouverez un adapté
lier le script ensemble et renforcer le message. Drew Barrymore dans Firestarter. L'introduction de Drew Barrymore à Hollywood est survenue à un âge où la plupart des enfants apprennent encore leur alphabet. Au moment où elle a joué dans Firestarter, 1984, Drew était déjà un nom connu grâce à son rôle touchant de Gertie dans E.T. Mais Firestarter était une expérience totalement différente, qui exigeait qu'elle canalise la rage, la terreur et le pouvoir bien au-delà de son âge. À seulement 9 ans, Drew a joué Charlie McGee, une jeune fille née avec des capacités psychiques, poursuivie sans relâche et tourmentée par des agents gouvernementaux, désireux d'exploiter ses pouvoirs destructeurs. Le film est intense et sombre, avec Barrymore devant jouer des scènes de traumatisme, de violence et de rupture émotionnelle. Les pouvoirs de Charlie sont liés à son stress et à sa colère, donc Drew devait souvent apparaître dans des états de grande détresse, criant et pleurant alors que son personnage était menacé, soumis à des expériences et poussé à libérer un feu mortel. Même pour des acteurs adultes chevronnés, de telles exigences peuvent être psychologiquement éprouvantes. Pour un enfant, l'impact peut être profond. La vie réelle de Barrymore, quant à elle, était tout aussi turbulente. La combinaison de la pression hollywoodienne, de la célébrité précoce et d'un environnement familial chaotique a conduit à des luttes bien documentées avec l'addiction avant même qu'elle ne soit adolescente. Drew écrirait plus tard avec franchise sur la façon dont le métier l'a forcée à grandir trop vite, exposée à des rôles et des réalités qu'aucun enfant ne devrait avoir à affronter. Firestarter reste une étude de cas sur les risques de placer des enfants au centre émotionnel de l'horreur adulte, une leçon que Drew a survécue et finalement transcendée grâce à sa résilience et sa réinvention. Natalie Portman dans Léon, The Professional. Les débuts de Natalie Portman dans Léon, The Professional, est considéré comme l'un des débuts d'acteurs les plus remarquables de tous les temps. Mais c'est aussi l'un des plus controversés. Choisie à seulement 13 ans, Portman a joué Matilda, une fille qui forme un lien étroit avec un tueur à gages après le meurtre de sa famille. Le parcours du personnage est un mélange de vengeance, de traumatisme et d'affection mal placée, brouillant souvent les frontières entre la dévotion enfantine et quelque chose de bien plus adulte. Le film marche sur le fil du rasoir, suggérant une tension émotionnelle et même romantique entre Matilda et Léon, joué par Jean Reno. Bien que le réalisateur Luc Besson ait voulu que la relation soit ambiguë, de nombreux spectateurs et critiques ont été mal à l'aise par les sous-entendus, estimant que l'histoire franchissait parfois des limites qu'aucun enfant ne devrait atteindre, que ce soit dans la fiction ou dans la réalité. Portman a dû jouer des scènes où son personnage déclarait son amour et demandait même à devenir une femme, le tout dans le contexte d'un passé profondément traumatique. Nathalie a depuis expliqué comment, à l'époque, elle ne comprenait pas pleinement les implications du rôle. En grandissant, elle a admis avoir des sentiments mitigés à propos du film, exprimant un malaise face à certaines façons dont son personnage était sexualisé ou mal compris. Pourtant, la maturité et le professionnalisme de Portman sur le plateau ont impressionné tout le monde, et elle utiliserait plus tard sa plateforme pour plaider en faveur d'un meilleur traitement des jeunes acteurs. Léon. Le Professionnel reste un film inoubliable, mais c'est aussi un rappel constant de la frontière floue entre la narration audacieuse et la nécessité de protéger les jeunes acteurs. Jaleel White, dans La vie de famille. La vie de Jaleel White a changé du jour au lendemain avec la création de Steve Urkel, le voisin nerd et adorable de la sitcom de longue durée, Family Matters. À 12 ans, White devait apparaître pour un seul épisode, mais la voix excentrique d'Urkel, ses bretelles emblématiques et ses phrases cultes l'ont transformé en une sensation de la culture pop. Soudain, toute l'émission tournait autour de lui et son image était partout. Des boîtes à lunch aux céréales du petit déjeuner. Mais l'adoration du monde est devenue un piège. L'identité personnelle de White a presque été effacée par son alter ego. Partout où il allait, les gens voulaient Urkel, pas Jaleel. La pression pour rester dans le person
avec White incapable de grandir ou de changer sans décevoir des millions de fans et de producteurs. L'intensité du succès de la série, 9 saisons, des centaines d'épisodes, a maintenu White enfermé dans un état perpétuel d'enfance même en mûrissant. Au fil des années, White a eu du mal à se libérer de son typecasting. Il a ouvertement exprimé son malaise avec le personnage, disant un jour de manière célèbre « Si vous me voyez refaire ce personnage, mettez une balle dans ma tête et mettez fin à mes souffrances. » Malgré ses sentiments, il est resté reconnaissant de sa célébrité et a continué à jouer. L'expérience de White met en lumière une douleur unique pour les acteurs enfants. Pas toujours l'exposition à des thèmes sombres, mais à une crise d'identité provoquée par l'obsession du public. Pour Jalil, le rôle le plus controversé n'était pas lié à un traumatisme à l'écran, mais à une enfance passée à être quelqu'un qu'il ne pouvait jamais vraiment laisser derrière lui.